bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Khady Yaltoula Fall. Khady Yaltoula Fall est professeur titulaire de chaire de recherche interculturelle à l'Université de Québec de Chicoutimi et aussi président du comité de pilotage du futur salon du business musulman. Professeur, on parle de business musulman. C'est quoi le business musulman? Tout d'abord, M. Diop, je suis heureux qu'on se croise enfin. À plusieurs reprises, vous avez essayé de m'avoir dans votre émission, mais nos horaires ne coïncidaient pas. Aujourd'hui, on se croise et je vous remercie beaucoup de cette occasion qui m'est donnée de parler à vos téléspectateurs. Le salon du business musulman, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, parlons, qu'est-ce qu'un salon? Et là, je vais essayer d'être assez terre-à-terre pour expliquer le concept. Vous avez un salon chez vous, j'ai un salon, et un peu partout, vous allez chez quelqu'un, vous rentrez dans son salon. Alors, c'est un lieu de rassemblement, d'accueil, et un lieu où on converse, on échange. Mais il y a quelque chose aussi de très important dans un salon, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui est exposé dans le salon. Je vais chez vous, sûrement il y a votre photo, la photo de votre femme, de votre père, de votre grand-mère, de votre marabout. Alors le salon, c'est un espace où on expose, met en spectacle, où on valorise quelque chose qui renvoie à soit notre identité, soit à nos goûts esthétiques, soit à notre affection. Alors le salon, c'est un endroit où on expose quelque chose qu'on veut vendre. Vendre pas tout simplement monétairement, mais affectivement, etc. Voilà grosso modo ce qu'est un salon. Mais qu'est-ce qu'un salon du business musulman? Alors là, on expose des produits. Un salon du business musulman, c'est un salon où on valorise, où on expose, où on montre et où se rencontrent des gens qui sont impliqués dans les produits islamiques. Alors, les produits islamiques, ce sont les produits prisés, les produits que recherchent les musulmans et les produits que ceux qui sont en phase avec cette sensibilité religieuse des musulmans cherchent à vendre. Alors, le salon du business musulman, ce sera un endroit, et nous pensons que ce sera aussi CES, où on va accueillir des produits islamiques, que j'appelle des biens de croyance. Et ces produits islamiques vont être exposés par des entrepreneurs qui sont dans le business musulman. Et également, ces entrepreneurs vont tenter de nouer des relations d'échange avec d'autres entrepreneurs de la Oumma. Et également, ce sera l'occasion pour des investisseurs, pour des banquiers d'être là pour les appuyer. Voilà grosso modo. Et ce qui est important, c'est de ne pas penser que le salon du business musulman concerne seulement les musulmans. Parce que et là, j'ai toujours plaisir à dire que un musulman qui serait dans le commerce de l'alcool n'a pas sa place dans un salon du business musulman. Et un des grands producteurs vendeurs de halal à l'Arabie Saoudite, c'est un juif, il s'appelle Herzog. Donc Herzog vend du halal à l'Arabie Saoudite. Et Herzog n'est pas musulman. Alors on voit que ce qui définit les affaires musulmanes, c'est plutôt l'adéquation avec certains principes qui sont recommandés par l'islam. Mais pour le commun des Sénégalais ou bien le commun des citoyens, quand on parle de business et musulman, il semble a priori avoir une sorte d'antinomie. Ben, écoutez, tout dans la vie du prophète est un enseignement pour nous. Tout dans le parcours de la vie du prophète est un enseignement pour nous. On semble créer une antinomie entre islam et affaires, islam et argent. Mais la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est marquée par une femme, sa première femme. Khadija, c'était une commerçante. Elle était riche. Et le prophète était également un commerçant. Alors l'islam a un parcours avec les affaires et les affaires ont aidé le parcours du prophète. Alors dire que l'islam s'enferme dans la piété seulement, ou dans la mosquée ou dans le chapelet, c'est ne pas comprendre l'islam. L'islam nous demande d'être riche. Et l'islam, c'est du business. Et donc nous sommes dans cette vision d'un islam qui ne s'enferme pas tout simplement dans la recherche de la piété, c'est important.
dans un islam qui éduque pour la piété, la morale, oui, mais la morale islamique demande d'aider à sortir du sous-développement. La morale islamique demande de travailler à promouvoir l'économie du monde musulman. Mais de manière licite. De manière licite, voilà. Alors, il y a cette notion de licéité qui est une notion importante. Et d'ailleurs, j'ai défini le halal avec deux de mes collègues qui sont des Sénégalais qui ont travaillé avec moi. Je veux citer le professeur Mamoudou Dimé qui est à Saint-Louis et un autre chercheur ici qui est à l'IFAN, Mohamed Li. Nous avons défini le halal comme renvoyant à la bonne gouvernance. Et donc, le halal, au départ, a été capturé par une perspective. La viande et l'égorgement. Comment égorger? Et c'est à partir de cela, d'ailleurs, que l'Occident nous fait percevoir le halal. Parce que tout le débat actuel en Occident sur le halal, c'est ils sont cruels, ils tuent les animaux, ils maltraitent les animaux, etc. Et ils viennent avec des pratiques qui sont dépassées, des pratiques ancestrales, etc. Alors, on a tenté de capturer le halal sous cette dimension. Et lorsque vous regardez d'ailleurs les dictionnaires, tous les dictionnaires, et tout ce que j'appelle les définitions institutionnelles du halal, c'est cette première lecture du halal qui sort. Et cette première lecture du halal stigmatise le halal. Parce que le halal est défini comme une manière d'égorger pour que ce soit licite. Alors que le halal renvoie à tout ce qui est licite chez le musulman. Le halal, c'est le comportement du musulman. Le musulman mange, il boit, il s'habille. Le musulman, disons, met des produits cosmétiques. Alors le halal est un vaste chantier d'exploitation économique pour le monde musulman. Et ça, l'Occident l'a compris. Parce qu'en même temps qu'il stigmatise le halal, en même temps qu'il crée tout un débat en France et en Europe autour du halal, en même temps, ce sont les Occidentaux qui sont en tête de la production du halal. Le premier producteur mondial du halal, c'est Nestlé, suivi de McDonald's. Quand on va en France, les plus grands producteurs de halal, ce ne sont pas les musulmans. Et si on regarde les 10 premiers pays qui produisent de la viande halal, aucun pays musulman n'est là-dedans. Donc le halal est une affaire du monde occidental et en même temps, ils essaient de nous comprimer, nous les musulmans, dans un débat d'ajustement ou de réaction par rapport à cette stigmatisation, alors qu'eux, ils se développent sur un autre terrain. Mais pourtant, dans l'opinion publique occidentale, la façon d'égorger les moutons, de vendre la viande halal, est un peu stigmatisée. Parce qu'il y a des organisations très fortes, comme le Front National, Brigitte Bardot en France, qui estiment que les musulmans sont cruels avec la façon dont ils tuent pendant la tabaski ou pendant les fêtes religieuses. Alors que c'est faux. Quand on regarde le Coran, quand on regarde vraiment ce que dit l'islam, il y a une douceur et une manière de tuer l'animal qui est extrêmement morale, qui est extrêmement éthique, qui est extrêmement douce. Alors vous savez très bien, monsieur Diop, que lorsque vous avez eu votre premier contact avec le halal par la tabaski, votre papa est allé acheter un couteau, un beau couteau neuf. Et on a essayé de tuer l'animal avec... Et souvent même, tu vois, moi je me souviens, quand on tuait l'animal chez moi, je pleurais. Tu vois. Et donc il y a une certaine... l'islam a un respect pour l'animal, mais le discours occidental domine aujourd'hui celui des musulmans. Les musulmans se taisent. Alors parce que le concept de halal nous a échappé. Je fais une distinction entre 3 types de halal. Après avoir défini le halal comme étant ce qui est licite, je dis qu'il y a le halal culturel. Le halal culturel, monsieur Diop, c'est le halal que vous connaissez en premier lieu. C'est celui que j'ai connu par la tabaski la première fois qu'on se réveille. Bon, c'est la tabaski aujourd'hui, on est dans nos plus beaux habits, on va à la mosquée, papa qui revient, qui tue. Ensuite, il y a un partage de la viande, il y a une manière d'apprêter et tout ça, et telle partie c'est pour la tente, etc. Donc, nous avons il y a ce que j'appelle moi une conception culturelle du halal. Et ensuite, il y a la conception cultuelle, c'est ce que dit le texte, qui nous dit comment tuer
et là, il y a des directives prônées par l'islam. Et il y a aujourd'hui ce que j'appelle le halal mondialisé, le halal économique mondialisé, qui se joue à la conjonction entre le monde musulman et le monde occidental. Et le monde occidental est en train d'orienter ce qu'est le halal. Alors, ils nous disent, mais non, qu'il ne faut plus, par exemple, égorger, même. Ils vont jusque-là. Ou bien il faut égorger l'animal quand il est déjà mort. Ou bien il faut insensibiliser l'animal jusqu'à ce que l'animal... Alors qu'on ne doit pas, dans l'islam, manger du cadavre. Alors, mais les musulmans, l'Occident est en train d'amener les musulmans à reconfigurer cette notion de halal. Et aujourd'hui, il y a tout un débat extrêmement intéressant pour nous les chercheurs, à savoir que devient le halal dans ce monde mondialisé, parce que le halal n'est plus tout simplement un concept religieux. Le halal est devenu un concept marketing. Le halal, c'est pour vendre aux musulmans, et les musulmans se réveillent en se disant, on nous vend, qu'est-ce qu'on a à dire ce qu'on nous vend, et est-ce qu'on peut produire pour nous ce halal-là. Voilà donc... On sait que dans le monde, il y a des milliards de musulmans. Quand on voit un pays comme l'Indonésie, comme la Chine, il y a des milliers de musulmans, en Afrique entre autres. Qu'est-ce que représente ce marché du halal sur le plan mondial? Il y a 1,6 milliard de musulmans. C'est beaucoup. Alors, en Afrique... de notre côté, il y a 240 millions de musulmans. Et donc, c'est un marché incroyable. Ils l'ont compris. Alors, vous voyez, si McDonald's et si Nestlé sont les premiers producteurs mondiaux, et je vous dis une anecdote. Tout récemment, il y a Armani, vous connaissez Armani. Durant la période du Ramadan, Armani a lancé un chocolat halal. Et le lancement, il l'a fait à Jeddah. Alors les gens sont précipités. Donc ils ont compris que là, il y a du business à faire, il y a des consommateurs musulmans, on va produire du halal. Et là, nous, on est des consommateurs. Alors je dis qu'il y a un paradoxe. Et le paradoxe, il est lequel? C'est que des outils de la jurisprudence musulmane, le halal et également la finance islamique, que moi j'ai introduit dans le halal. Le halal et la finance islamique sont des outils de développement pour l'Occident et non pas des outils de développement pour les pays musulmans. Alors, il y a la Malaisie quand même qui est un acteur important. Il y a l'Indonésie, il y a le Pakistan. Mais comme je vous l'ai dit, parmi les 10 pays qui produisent le plus de halal, les musulmans ne sont pas là. Mais est-ce que ce n'est pas là-bas le problème? Que les musulmans eux-mêmes voient des gens qui ne sont pas de la même religion, qui viennent de vendre un produit qu'eux-mêmes ils devaient vendre. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'initiative justement chez le peuple musulman? Ben voilà. Et donc vous arrivez à l'enjeu de ce salon, c'est qu'ailleurs, un peu partout, en Afrique du Nord et également quand on va dans les pays arabes et tout ça, il y a l'émergence d'une certaine conscience on comprend de plus en plus qu'il y a là un marché et qu'il y a là des outils pour appuyer le développement. Alors, ils sont en train de s'organiser. Mais nous, dans cette partie de l'Afrique, le halal, mais monsieur, je suis sûr que si je parle de halal à des Sénégalais dans la rue, ils ne savent pas c'est quoi le halal. Et d'ailleurs, le Wolof n'a pas emprunté le mot halal. Le Wolof a plutôt emprunté le mot haram. Alors, on a le mot dagan. Et en promenant dans Dakar, en faisant quand même des recherches de terrain, je vois de temps en temps, quelque part, halal 100%. Alors ça veut dire qu'il y a une conscience qui est en train de s'éveiller, et cette conscience renvoie à une identité musulmane, une fierté musulmane. Là, je crois qu'on est en train de comprendre que le halal est un enjeu, et il y a un ensemble de démarches de réappropriation de cette notion-là. Mais nous restons quand même dans une lecture encore du halal qui est marquée par le carné, par la viande. Mais le halal, c'est, comme je l'ai dit, l'habillement, donc la mode. Et il y a la mode halal. Le halal, c'est le cosmétique. Il y a le médicament halal. Il y a, ça va vous faire plaisir, le tourisme halal, qui se développe en Malaisie, qui se développe en Turquie, et surtout en Turquie.
avec une finesse. Et la Umrah et le Hajj sont des éléments du tourisme islamique. En termes de poids financier, qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que le halal, en termes, pour l'Afrique, les études ne sont pas faites. Et donc, en même temps que ce salon, mes visites de chercheurs sont de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette partie de l'Afrique autour du halal. Quel est le potentiel? Quels sont les éléments favorables à son appropriation? Quels sont les éléments de résistance? Qu'est-ce qui fait que la finance islamique, qui est un outil, une notion musulmane, pourquoi ça tarde à s'implanter? Est-ce que c'est une résistance politique? Est-ce que c'est une résistance même des consommateurs? Est-ce que c'est un manque d'information? Donc là, nous sommes vraiment dans une première étape. Et donc ce salon, c'est un salon test. Nous voulons faire exister cette chose-là. Mais justement, en termes de création d'emplois, puisque c'est un business, qui dit business des créations d'emplois, qu'est-ce que les Sénégalais, qui sont des jeunes aujourd'hui, qui recherchent l'emploi, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de cela? Très bonne question. Hier, avec l'ADPME, nous avons organisé un atelier de travail pour sensibiliser, pour informer, pour mobiliser la petite et moyenne entreprise. Il y avait autour de 150, entre 150 et 180 entrepreneurs. Il y avait des jeunes qui sont dans l'agroalimentaire, il y avait des jeunes qui sont dans le cosmétique, il y avait des jeunes qui sont dans la mode. Alors les jeunes, moi je crois que, M. Diop, que l'avenir de ce pays va passer par la petite et moyenne entreprise. Comment? Si on n'aide pas cette petite et moyenne entreprise à se développer, à émerger, j'ai l'impression que cette voie de l'émergence, cette voie du yokkouté que l'on cherche, ça va tarder. Alors il est temps que le gouvernement comprenne qu'est-ce qu'il y a comme enjeu autour du halal pour l'agroalimentaire. Parce que tous ces jeunes que j'ai rencontrés, hier que nous avons rencontrés, ces jeunes sont dans l'agroalimentaire, la plupart. La plupart des jeunes, et la plupart de ces jeunes veulent se lancer dans l'agroalimentaire. Mais faute de moyens, faute de compréhension et également faute de connaissance du marché potentiel du monde musulman. Vous voyez, 80% du commerce des membres de l'OCI se fait avec le monde non musulman. Seulement 20% se fait entre les pays de la Oumma. C'est regrettable. Mais en termes d'opportunités, qu'est-ce que les jeunes Sénégalais peuvent attendre de ce business musulman? En création d'emplois, de projets, comment les PME sénégalaises pourraient-elles être créées pour occuper ce créneau? Par exemple, ce que vise le salon, c'est de mobiliser des acteurs du monde musulman ou du monde non musulman qui sont dans le business halal, qui sont implantés, qui ont une expérience, de les amener à Dakar et de les matcher, de les mettre en relation avec des entrepreneurs sénégalais qui ont un profil intéressant, qui ont des projets à monter, qui ont des projets en cours. Et ces gens-là, on va essayer, à partir de leur profil, de les mettre en contact avec ceux qui sont ailleurs. Et également, nous allons essayer d'amener aussi des investisseurs, des bailleurs de fonds, des banques, et les banques vont les appuyer dans ce processus-là. Voilà le sens. C'est un lieu de contact, un lieu de réseautage, à partir de potentialités bien identifiées, parce que ceux qui viendront de Turquie, du Qatar, de Malaisie, d'Égypte, du Maroc et tout ça, ils viennent pour rencontrer non pas le président de la République, non pas le Premier ministre, ils viennent pour rencontrer qui? Des entrepreneurs. Les entrepreneurs qui ont des idées, parce qu'ils savent que le développement n'est plus en Occident. Ils savent que le développement, c'est de ce côté-ci. Et même la Chine commence à être en perte de vitesse. Alors il y a un potentiel là énorme. Et M. Diop... Le concept de halal est un concept nouveau pour ces jeunes qui travaillent dans ce marché-là. Est-ce que aussi ça nécessite une formation pour savoir justement le halal, comment le faire, comment le travailler et comment le présenter? Puisque c'est un produit, ça demande tout un débat autour du marketing. Et, vous voyez, quand je parle du halal mondialisé, donc ce n'est plus simplement comment on tue. C'est-à-dire, il y a tout un process. Et le halal
pour émerger et être un outil d'exportation, il a besoin de passer par la transparence, la traçabilité, la qualité et la sécurité. Et donc, il ne s'agit pas d'être dans la halal pour produire n'importe quoi. Parce que les pays qui demanderont nos produits halal, ces pays ont des exigences. Et il y a des structures de l'OCI comme la société de normalisation et de certification qui est à Istanbul. Cette société est en train de travailler sur les normes de certification. Donc, il nous faut avoir ici également des normes. Là, vous allez voir certifié halal. Mais c'est justement ça le gros problème dans nos pays, la certification, la normalisation. Parce qu'on a vu avec l'AGOA au Sénégal, les Sénégalais ont l'autorisation d'exporter aux États-Unis, ils n'arrivent pas à le faire par les exigences de qualité qu'ils ont mises en place, qu'ils ne remplissent pas. Et ça demande une formation, ça demande une mise à niveau. Est-ce que justement il ne fallait pas commencer par ça? Mais écoutez, je pense qu'il fallait commencer par montrer c'est quoi les produits musulmans. Parce que, comme je vous l'ai dit, les gens pensaient le halal à partir simplement de la viande et de la transformation. D'accord? Là, ils se rendent compte que ce n'est pas ça. Et ils se rendent compte que beaucoup, sans le savoir, sont dans le halal. Alors donc, il fallait créer cette conscience qu'il y a là un outil qu'ils peuvent exploiter. Et d'ailleurs, vous serez surpris, dans très peu, il y a même de grands entrepreneurs sénégalais qui commencent aujourd'hui à s'intéresser au halal et qui très vite vont faire des campagnes autour de choses qui apparemment n'ont rien à voir avec le halal, comme les voitures, et qui montrent comment cela peut intégrer le halal. Alors donc, il y a ce travail de conscientisation et également le salon va être précédé d'un atelier de formation, de mise à niveau sur la finance islamique. Mais comment financer justement ce halal dont vous parlez? Parce que si on dit qu'on est dans un monde musulman où la religion musulmane interdit l'usure, et si c'est les banques qui doivent financer ces projets-là, qui font des produits halal, il faudrait aussi que l'origine de cet argent-là soit bien tracée, bien licite. Mais voilà, écoutez, là, vous l'avez bien dit, l'islam interdit l'usure. Mais l'islam ne dit pas aux commerçants de faire du commerce ou aux banques de prêter sans en tirer profit. Donc il y a cette, disons, cette mécompréhension de ce qu'est la finance halal, la finance islamique. C'est pour cela que, vous savez, le premier parmi les présidents sénégalais à avoir eu cette intuition de la finance islamique, c'est pas Wade, c'est Abdou Diouf. Abdou Diouf commençait déjà en 1983 à parler de la finance islamique, et d'ailleurs c'est un DG de banque islamique ici qui m'a informé beaucoup sur le processus. Ensuite, Wade est venu. Ensuite, nous sommes en train de travailler et de manière étroite avec le ministère des Finances, donc M. Khan, que je remercie, et le ministre du Budget, M. Diallo, et ils sont des acteurs extrêmement importants de ce que nous faisons. Alors, il y a un intérêt, un engouement qui est en train d'émerger pour tenir compte de ce potentiel et également du fait que nous appartenons à la Oumma et du fait également qu'il faut dire que Wade a ouvert quand même un territoire avec le monde musulman, bon, avec beaucoup de critiques, mais il y a quelque chose qui est là et dont il faudra profiter. Et également, nous avons des banques. La Banque islamique de développement, la Banque arabe pour le développement, même la BAD est dans le halal. Et il y a les banques conventionnelles ici qui ont... Donc mais tout cela n'est pas su. Alors nous sommes ici dans un travail de mobilisation, de conscientisation, de sensibilisation, et je crois que ça va... Comment faire aujourd'hui la séparation entre l'intérêt que l'on peut gagner par rapport à ce marché bien précis et l'usure, pour qu'il n'y ait pas une sorte d'incompréhension? Mais en fait, aujourd'hui, ce qui se fait, c'est la murabaha, c'est-à-dire que vous voulez une voiture, monsieur, bon, vous allez voir Pamecas, vous allez voir la Banque islamique, ils achètent la voiture et ensuite ils vous vendent la voiture. Alors, les gens se disent, mais écoutez, est-ce que cette voiture qu'ils achètent, moi qui ne veux pas être dans l'intérêt, je viens
vous êtes banquier, je vous achète, vous dites, on vous achète la voiture, vous l'avez achetée. Est-ce que cette voiture qu'on m'a achetée, au fond, elle n'est pas aussi chère ou plus chère que ce que j'aurais eu avec la banque traditionnelle? Et il y a certains qui disent que la finance islamique, c'est une mystification. D'ailleurs, Tariq Ramadan l'avait dit une fois. Et donc, il y a quelque chose à clarifier auprès des experts de la finance islamique s'ils veulent que cela s'implante. Alors, il y a la Banque islamique de développement qui est là. Il y a la BIS, la Banque islamique du Sénégal. Et donc, il y a des acteurs qui sont là. Et il faudra, si on veut en faire un outil de développement, il faudra que les gens soient mis au clair. C'est pas le moment, c'est pas la chose actuelle. Et hier, lorsqu'on a rencontré donc ces entrepreneurs, ils ont pensé immédiatement que le salon, c'était une occasion pour eux d'avoir de l'argent. Vous allez nous donner de l'argent pour démarrer. Mais non, c'est pas ça. Nous allons être en contact avec des acteurs du halal, des acteurs de la finance islamique, des acteurs qui sont sérieux et qui vont vous appuyer sur des projets sérieux. Mais ils ne vont pas venir vous donner de l'argent. Et donc la finance islamique, ou ce que nous faisons, si les gens pensent que c'est venir donner de l'argent aux gens, ils se trompent royalement. Et justement, Tariq Ramadan a expliqué dans cette émission que la finance islamique dont on parle, c'est de la mystification, parce que vous avez une banque qui fait des taux d'intérêt d'usure importantes, on crée un petit guichet dans la banque, on dit c'est la finance islamique. Alors que l'argent provient de cette banque-là qui tire ses bénéfices de l'usure. Mais écoutez, c'est extrêmement... C'est pour ça que aujourd'hui, quand je disais que le halal est une notion occidentalisée, la finance islamique également est une notion occidentalisée. Et la démarche que nous sommes, dans laquelle nous sommes engagés, c'est une démarche de réaffirmation identitaire. C'est une démarche de réappropriation de notre islam. Et là, il est important que les questions que soulève Tariq Ramadan, que ces questions-là trouvent réponse. Et pourquoi la finance islamique marche très bien en Occident? Un des premiers pays, c'est l'Angleterre. Ensuite, tout récemment, le ministre belge des Finances de retour du Qatar disait qu'il allait faire de la Belgique, de Bruxelles, après la capitale politique de l'Europe, il voulait en faire une deuxième capitale de la finance islamique. Et en France, quand on va en France, la finance islamique finance le sport. La finance islamique finance l'immobilier, les assurances, les collectivités locales. Et donc, si cette finance islamique a pu trouver son installation dans ces pays, est-ce que c'est vraiment de la finance islamique? Alors, il y a tout un travail de réflexion, de réappropriation, de contextualisation qui est à faire ici, et nous sommes dans cette démarche-là. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui que l'Afrique, qui est un continent où pratiquement il y a des millions de musulmans, soit en retard par rapport à ces données bien précises économiques, qu'il n'a pas pu anticiper sur vraiment un produit qu'elle a déjà, qu'elle consomme? Mais quand même, il faut voir un peu l'héritage culturel et idéologique de plusieurs pays africains. Nous avons été colonisés et les banques conventionnelles sont là et l'argent du monde des banques conventionnelles est là et ils ont intérêt à ce que cette dominance des banques conventionnelles soit là. Et il faut une volonté politique et il faut que des journalistes informent. Il faut que des activités comme celles que nous menons soient diffusées et il faut que les gens comprennent qu'il y a quelque chose là. Et je pense que les volontés politiques ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Heureusement, nous, quand même, je veux encore remercier le ministre Khan et le ministre Diallo, ils ont une sensibilité. Et je crois que s'il y a cet appui institutionnel, c'est parce que le président de la République, M. Macky Sall, sent qu'il y a quelque chose à faire. Ces grands travaux. Les grands travaux, mais par exemple les autoroutes, pourquoi pas des soukouk, des fonds d'investissement qui viennent du monde musulman. Alors, et les banques islamiques sont prêtes à appuyer cela. Mais le problème, c'est qu'au Sénégal, on ne sent pas dans ce schéma. On a vu qu'Abdoulaye Wade, qui a été président de la République du Sénégal, il avait quand même des entrées dans le monde musulman, dans le monde arabe. Il y a eu des investissements qui sont venus, mais on a l'impression que le paradigme semble déplacé avec ce nouveau pouvoir en revenant dans le cadre FMI et Banque mondiale, les agrégats macroéconomiques.
Oui, là, vous m'entraînez sur un terrain qui m'amènerait à juger les actions. À constater. Bon, je fais le même constat que vous. Et bon, moi, je crois que si le président de la République veut vraiment réussir, et je crois qu'il a la volonté de réussir, il faudra qu'il fasse un dosage, un équilibrage. Et je crois qu'il quand il aura bien assis son pouvoir et bien assis sa stature internationale, qui est en train quand même de prendre de l'expansion, j'ai l'impression qu'il jouera différemment, ou il gira de manière plus équilibrée. Parce qu'on n'entend pas les pays arabes venir investir au Sénégal. Comme Abdoulaye Wade, quand il était là, on entendait les fonds arabes venir s'installer au Sénégal. Il y avait une coopération dynamique entre le monde arabe, le monde musulman. Vous êtes dans ce secteur-là en parlant de halal. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez réussir dans le secteur dans lequel vous êtes si le Sénégal aujourd'hui est arc-bouté sur les réalités du FMI, de la Banque mondiale? Écoutez, nous, en tout cas, dans ce que nous faisons, nous sommes connectés avec le monde musulman et nous allons chercher le plus possible d'aller vers des pays musulmans. Nous viendrons avec ces propositions, nous réaliserons le salon et là il y a un comité de pilotage, il y a un comité des grands projets à l'intérieur du salon du business musulman. Ce comité est sous la direction du ministère de l'économie et des finances et il y a des structures comme l'ADPME, il y a l'APIX qui est là. En fait, on est en train de voir aussi comment faire émerger à partir de ce salon, à partir de la présence de ces investisseurs, de l'argent qui puisse aider le développement du Sénégal. Nous, on amènera des acteurs économiques, on mobilisera des financiers et on essaiera de pousser la volonté politique à tenir compte de ce que nous faisons. Vous êtes aussi acteur, observateur de la scène politique sénégalaise. Aujourd'hui, après plus d'1 an que Macky Sall s'est installé au pouvoir, on a l'impression qu'il n'y a pas de débat, de dialogue politique dans ce pays. Effectivement, vous avez raison. On a l'impression que concernant le débat politique, nous vivons une période de stagnation. On a l'impression même qu'il n'y a pas d'opposition et on a l'impression que l'opposition est phagocytée ou noyée par un besoin de survie personnelle ou de sortir de ce guêpier du dossier de l'enrichissement illicite. Alors, je ne dirais pas que le pays ne bouge pas. J'ai l'impression que le pays bouge lentement. J'ai l'impression que le président est en train de chercher, est en train de naviguer pour asseoir une direction, une vision. Au Sénégal, il n'y a pas d'opposition forte pour aussi conserver les acquis démocratiques qui sont de longue lutte ici dans ce pays. On a l'impression qu'il n'y a qu'un camp qui domine tout. Et effectivement, mais vous posez une question importante et c'est le constat que j'ai fait. J'ai l'impression que nous sommes dans un no man's land. Il y a Macky et sa coalition et il dirige tout. Bon, il va falloir que il nous faudra une bonne opposition. Et j'ai dit que Macky Sall ne peut réussir que s'il a une bonne opposition. Et dans un texte, j'avais, alors qu'il dit qu'il parlait, j'avais dit c'est une bonne chose. Et que cette voix-là puisse parler, c'est bon pour la démocratie. Il faudrait que d'autres voix émergent, qui soient dans une opposition constructive. On a besoin de développer ensemble ce pays. Alors, on est débordé, on fait du bruit autour de l'enrichissement illicite. Et tout récemment, j'ai discuté avec un collègue et je me disais, est-ce qu'on peut arriver au pardon pour passer à autre chose? Comment? Alors, vous savez, le Sénégal est une culture de l'excuse et du pardon. Et je crois que ces sociétés de l'excuse et du pardon sont souvent des sociétés de récidive. Alors,
effectivement, on sort de la Corité, quelqu'un que tu n'as jamais vu. Alors, et tout se dit Balme. Donc, on est vraiment plongé dans ce circuit Balme, pardonne-moi, pardonne-moi. Alors, je dis que une société ne peut pas ne pas avoir cette culture de la sanction. Macky Sall peut, et je suis sûr qu'il est dans cette dynamique, peut oublier, pardonner les querelles personnelles ou les tensions personnelles qu'il y a eu entre lui, Wade, la famille de Wade, ou même des collaborateurs de Wade. Il peut. Et il peut dire, pour moi, j'ai pardonné. Mais il y a le pardon individuel et il y a le pardon politique. Et là, nous sommes dans le cadre du pardon politique et qui ne concerne pas seulement Macky Sall, mais qui concerne tous les Sénégalais. Alors, Macky Sall ne peut pas pardonner si jamais il y a eu infraction. Alors, il faudrait bien identifier les infractions et en ce moment, il faut quand même une sanction. Mais pour arriver, si jamais on doit arriver au pardon, je crois que le pardon demande que celui qui a fauté assume une responsabilité. Alors, on ne peut pas être dans une dynamique du pardon parce que tous ceux qui sont aujourd'hui accusés se disent qu'on n'a pas fauté. Alors, le pardon demande également autre chose. C'est que pourquoi Macky Sall ne peut pas pardonner? Parce que les dommages collatéraux, parce qu'il y a des dommages collatéraux, l'esclavage par exemple, en Afrique du Sud et tout ça, il y a eu ceux qui ont été victimes, mais il y a eu toutes les conséquences par la suite. Et donc, si jamais il y a eu détournement, enrichissement illicite, ça a eu des conséquences. Et donc des dommages collatéraux sur l'éducation, la santé, et donc il y a eu un retard que ce détournement de l'argent des Sénégalais a occasionné. Et donc, il faudrait qu'on puisse trouver un moyen d'arriver à un pardon collectif. Et ce pardon collectif, pardon doit occulter la question de la justice? La question de la justice. Oui. Mais il faudra que la justice s'applique dans toute sa rigueur et qu'on ait cette expression qui marque toute cette idéologie du pardon, plus jamais ça. Et si jamais Macky Sall ne nous met pas dans cette dynamique du plus jamais ça, lorsque Macky Sall partira, les Sénégalais seront sans pitié pour lui et ceux qui l'ont accompagné. Mais justement, est-ce que vous pensez que les conditions sont mises en place pour justement éviter ce qu'on a vécu aujourd'hui avec les biens mal acquis, de les vivre quand Macky Sall ne sera plus là? Il faudrait que, avec Macky Sall, c'est une étape historique dans l'évolution de ce pays, dans la gouvernance de ce pays. Et je crois qu'il y a beaucoup de discours, bien sûr, il y a des avancées, il y a une volonté, mais également il faudrait qu'il y ait plus de lisibilité. Et nous sommes en train d'avancer sur certains points, mais de dangereusement reculer sur d'autres. Alors, le président a intérêt à être prudent. Parce que l'enquête qui a été faite, les sondages par l'Institut Barnos, on dit que les Sénégalais sont très attachés aux questions de bonne gouvernance, de la gestion de leur cité, de leur argent. Abdoulaye Wade a construit beaucoup de choses, a fait des infrastructures au Sénégal, mais il reprochait la mauvaise gouvernance. Ben oui. Comment faut-il faire justement pour éviter qu'on revive une autre mauvaise gouvernance? Écoutez, vous voyez, le discours le plus visible du gouvernement aujourd'hui, c'est autour de la bonne gouvernance. Alors, il faudra que sur des actes concrets, on puisse, au fur et à mesure, voir qu'il y a du réel. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a de l'amélioration quand même ici, Diop. Bon, on ne va pas du jour au lendemain arriver à une bonne gouvernance à 100%, mais il y a des étapes qui sont en train. Et je crois que le président fait de la bonne gouvernance un de ses credos. Bon, là, on l'attend. S'il échoue, en 2012, il ne sera plus là. Il ne sera plus là.
En 2017. En 2017, il ne sera plus là. Voilà. Oui, mais parce qu'on est en train de parler de business islamique. Le business musulman aussi s'accompagne d'une bonne gouvernance, d'une bonne gestion. Oui. C'est important que ces questions-là soient posées. Si vous voulez que ceux-là qui viennent vouloir investir au Sénégal soient rassurés. Mais voilà, de toute façon, le halal, c'est le comportement licite du musulman, et dans tous les domaines. Et donc, dans la gestion des biens publics, dans l'accueil de l'argent de l'autre, dans l'investissement de l'argent de l'autre. Alors, s'il n'y a pas cette clarté autour des questions de bonne gouvernance, les gens vont hésiter, parce qu'il faut le dire, il y a quand même une hésitation aujourd'hui de l'investissement au Sénégal. Pourtant, le ministre des Finances est en train de réaliser un gros boulot, et le président de la République également. Mais les gens sont encore observateurs de ce qui se passe au Sénégal. Pourquoi? Mais parce qu'il y a eu tout, parce qu'il y a eu des méfaits quand même. Il y a eu des choses qui sont passées, et il y a tout un dossier actuel sur l'enrichissement. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Mais le monde entier est au courant du problème des Sénégalais, du problème du gouvernement précédent, du problème de ceux qui sont accusés. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? J'interviens pas dans ce débat-là, mais il y a quand même... les gens sont inquiets, et les gens s'attendent à ce qu'il y ait un redressement. Alors, Macky Sall a intérêt à réussir. Mais dans tout ce débat-là, est-ce qu'on en pense aux Sénégalais, à ceux-là qui se réveillent le matin pour aller au travail, qui veulent que l'argent du pays profite au plus bas des Sénégalais, à ceux qui sont dans les régions, ceux qui sont dans la pauvreté, ceux qui se battent tous les jours pour s'en sortir? Mais la bonne gouvernance, c'est pas tout simplement récupérer l'argent qui est parti, c'est pas punir. La bonne gouvernance également, c'est investir là où il faut investir. Parce que l'islam est contre la pauvreté. Et nous avons intérêt... Et d'ailleurs, si Macky Sall ne développe pas les régions, et si Macky Sall ne répond pas aux attentes des jeunes, parce qu'il y a un mal-vivre économique de la jeunesse du Sénégal, et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de projet, de gestes audacieux pour répondre aux attentes de ces jeunes-là. Et je crois que le halal peut être une porte par l'agroalimentaire, par la petite et moyenne entreprise, par le financement du monde musulman. Parce que la solidarité musulmane, moi je voyage avec ce projet-là, et tous les gens sont intéressés par le Sénégal. Mais en même temps, les gens me disent le Sénégal est un pays incertain. Pourquoi? À cause de tout ce discours qu'il y a eu, mais à cause des 12 dernières années qu'on a passées, qui ont été également des moments quand même de développement, mais également, M. Diop, des fois, sans vouloir accuser personne, il y a des gens que j'ai connus avant leur accession au gouvernement, des gens qui gagnent moins que moi, qui ont un parcours professionnel nettement inférieur à ce que j'ai fait, et des gens qui aujourd'hui sont dans une richesse, dans un luxe, qui m'amènent à m'interroger. J'accuse personne, mais je suis interrogateur. Mais si vous dites que dans le monde, les gens sont inquiets, posés par ce nouveau gouvernement, peuvent rassurer ou pas? Mais je crois que là, souvent, on veut des réponses immédiatement. Après, parce qu'il y a beaucoup d'urgence. Il y a beaucoup d'urgence. Et prenons le cas dont on parlait tout à l'heure, les inondations. C'est une urgence. La question qu'il faut poser, c'est il y a une mobilisation, mais est-ce que c'est la bonne manière de se mobiliser? Tout à l'heure, vous disiez, le génie militaire n'est pas là. Je crois que le génie militaire aurait dû être interpellé en tout premier lieu. Alors, est-ce que les gestes posés, je ne suis pas expert là, mais les gestes posés, est-ce que ce sont des gestes qui précipitent les choses, ou sont des gestes qui sont encore timides? Alors, mais justement, est-ce que le problème aujourd'hui qui se pose, ce n'est pas cette conception de gagnons ensemble,
nous gouvernons ensemble, qui font que les responsabilités semblent être diluées. Je crois que là n'est pas le problème, qu'ils soient ensemble et que ce soit des leaders de différents horizons. Là n'est pas le problème. Il faudrait que la vision de développement de ce pays proposée par le président de la République soit claire. S'il y a cafouillage, c'est peut-être parce qu'il y a encore un déficit dans l'articulation d'une vision et dans la communication d'une vision. Mais c'est ça le problème, parce qu'aujourd'hui, le Macky Sall vient avec son Yono Yokouté, ceux qui sont avec lui étaient aux assises nationales, les erreurs peut-être des axes de Yono Yokouté et des assises nationales, peut-être ne peuvent pas ne pas converger dans la façon de gérer. Et chaque parti a des leaders qui ont des ambitions. Est-ce que c'est pas ça qui fait que la machine n'arrive pas à prendre? Moi, je crois que la machine ne prend pas parce qu'il n'y a pas une vision claire parce qu'une vision claire. Et je crois que tous ces gens-là autour du président, ce sont des bons Sénégalais et ils veulent tous que ce pays bouge. Et on sait qu'il y a un retard à combler. Et on sait également qu'on a passé cette première année à piétiner sur des dossiers importants, la bonne gouvernance, mais que ça tarde à bouger. Et tous ces gens-là souhaitent que le Sénégal avance. Mais ce n'est pas parce qu'on aura les hommes et le parti du président au pouvoir que les choses vont avancer. C'est parce qu'on aura des gens compétents, des gens qui ont du mérite, des gens qui veulent travailler et des gens qui aiment le Sénégal. Si le président arrive à imprimer cette vision et à avoir une politique économique claire, alors je crois que les gens peuvent se mobiliser. Est-ce que le gros problème aussi, ce n'est pas la mise en œuvre? Parce que beaucoup disent qu'au Sénégal, sur bien des questions, la réflexion a été faite. Mais quand il s'agit de passer à l'acte, de mise en œuvre, il y a un souci, il y a un problème de démarrage. Mais voilà, donc si la mise en œuvre est difficile, ça veut dire que peut-être qu'il va falloir trouver les experts pour permettre cette mise en œuvre. Donc je crois que la question du mérite, la question des bonnes personnes à la bonne place, et il faut sortir de cette dynamique de récompense de l'autre. Il faut sortir de cette dynamique je suis proche du président, je suis ami du président, je place... Non, je pense que le Sénégal est à un tournant où pour qu'on s'en sorte, il faut respecter le mérite, il faut récompenser le mérite. On était dans le mérite. Il y a beaucoup qui ont émis beaucoup de critiques par rapport aux nominations qui ont fait au Sénégal. Dans certains postes, certaines personnes ont été choisies. Le Sénégal se pose des questions. Est-ce qu'ils ont la compétence d'être là où ils sont? Écoutez, je ne voudrais pas rentrer dans ce débat pour la bonne et simple raison que je n'ai pas lu tous les CV de ces gens-là. Je vois qu'on nomme. Il y a certaines nominations qui me posent problème. Je ne voudrais pas être négatif face à ces nominations, mais je voudrais encore interpeller le président de la République. Parce que là où il est, et tout son parcours, pour moi, a été un parcours de travail, un parcours de mérite. Et si il avait lancé les travaux de l'autoroute et que Dieu lui ait donné cette chance, ce bonheur d'avoir été celui qui a inauguré, alors ça veut dire qu'il a un parcours de mérite. Et il faudrait qu'il sache cela. Et donc qu'il cultive la culture du mérite. Et il y a beaucoup de critiques. Et on s'interroge beaucoup sur cette prolifération de nominations et qui parfois font penser à des récompenses, mais également parfois ce sont des personnes compétentes. Et ce que je souhaite au président, ce n'est pas de disloquer cet attelage qu'il a amené au pouvoir. Ce que je souhaite au président, c'est de savoir décanter. Et même, ce que je souhaite au président, c'est de savoir aller chercher des gens qui ont été contre lui et qui ont du mérite. Je vais vous faire des confidences. J'ai été une fois
dans le bureau de Wade et à la président. Alors, j'étais accompagné par un ministre d'État d'alors et j'ai dit au président, Monsieur le Président, je crois que c'est une mauvaise décision. Et ce qui est arrivé à Macky, Macky ne le mérite pas. Alors, cette personne-là, qui était là, ministre d'État, à la sortie, il m'a dit, mais dans le dof, voilà. Je dis pourquoi? Il dit, les décisions du président, même si on est contre, on se tait. Alors cette personne était au cœur de cette démarche d'éjection de Macky. Mais en même temps, cette personne, dans l'intimité, il me disait, professeur, vous avez raison, je suis contre cet acte-là. Donc ce qu'il faut, c'est trouver des hommes de courage, se trouver des hommes de mérite et des hommes qui osent dire au président de la République, vous avez tort, vous avez raison. Et je crois que ce qui a fait qu'à un certain moment donné, Macky, le président, avait, alors Premier ministre, avait de l'estime pour moi, parce que j'étais parmi ceux qui lui disaient, Monsieur le Président, c'est bon ou c'est pas bon. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, que lui, Macky Sall, il a des gens auprès de lui qui lui disent la vérité? Que si les choses ne marchent pas, que ça ne marche pas? Je ne les connais pas tous. Mais ce que je peux dire, c'est que sa communication commence à s'améliorer. Ça, j'ai beaucoup critiqué sa communication au début, mais là, il y a quand même il y a une meilleure communication. Et on commence à sentir qu'il y a quelque chose et que ça bouge. Mais, et je connais certains ministres qui n'ont pas froid aux yeux. Et j'espère qu'ils oseront dire au président, dans l'intérêt du Sénégal, dans l'intérêt du président, que lorsqu'il n'est pas dans la bonne voie, ou lorsqu'il y a abus et de pouvoir et abus d'influence, qu'il ose dire au président de la République, Monsieur le Président de la République, là ça ne va pas. Mais vous connaissez le mot sénégalais 6. Quand il s'agit de défendre ses intérêts, ils sont capables de se taire pour essayer de choses passer, même si c'est ce courage-là, pour préserver leurs propres intérêts. Ben voilà, donc il faut sortir de cette culture de préservation de ses intérêts et devenir patriote, aimer le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, je me promène un peu partout, et dans certains pays africains, et ça bouge. Et il y a des intellectuels qui s'affirment, et il y a des technocrates qui aussi s'affirment. Et le président doit aimer ces gens-là. Et il doit les avoir à côté de lui. Ceux qui le critiquent ne sont pas ses ennemis parfois. Ce sont ceux qui veulent qu'il aille plus loin. Alors, je lui souhaite de réussir et je redis que ce pays avance sur certains aspects, mais sur d'autres, en termes éthiques, il y a du recul. C'est quoi? Ben, tout à l'heure, vous l'avez dit, il y a des nominations, il y a ce que certains appellent un certain début de patrimonialisation. Donc, il y a des critiques. Et Macky, le président, n'est pas encore allé assez loin pour que ces critiques l'engluent, l'enfoncent et qu'il ne puisse pas s'en sortir. Il a actuellement l'étoffe et les coudées franches pour pouvoir immédiatement arrêter tout ce qui est critique. Voilà, professeur Khadija Fall, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire de la chaire de recherche interculturelle de l'Université du Québec de Chicoutimi, président du comité de pilotage du futur salon international du business musulman. Nous parlons justement de ce salon et de qu'est-ce que cela signifie, surtout le halal qui est devenu un marché extraordinaire sur le plan mondial et parler aussi de la situation des pays. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.